Donc pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Brice de Margerie. Donc Brice a un parcours riche à la croisée de la créativité et de l'innovation. Compositeur de musique, diplômé de l'ESSEC, membre du collectif Co-Design It et cofondateur du studio Fiat Lux. Il est aussi pilote de lab d'innovation, notamment à la DITP. Et il accompagne depuis plus de 15 ans maintenant des organisations, en particulier publiques, sur des projets de transformation à impact. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un enjeu clé: comment préparer la créativité en amont des projets pour qu'elle ait du sens et engager de véritables transformations. Donc merci de l'accueillir chaleureusement. Je suis très content d'être avec vous ce matin. Avant de partager des idées et des réalisations sur le thème qu'Emma vous a présenté, je vais vous proposer un petit protocole que j'ai jamais testé. Normalement, c'est un peu inquiétant quand on dit ça. Je vais vous proposer de prendre votre téléphone. Vous n'êtes pas obligé. Et de chercher une date, donc d'ouvrir votre application calendrier. C'est pas grave, Quentin. Et de chercher une date qui a du sens pour vous. Ça peut être l'anniversaire de quelque chose, ça peut être le vôtre, l'anniversaire d'un, je sais pas quoi, d'un ami, de votre conjoint, conjointe. Une date qui mériterait que vous fassiez un cadeau. Donc vraiment, je vous propose de trouver cette date. Ça peut être dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, et d'ouvrir une tâche ou un événement. Est-ce que vous avez trouvé une date? J'essaie de lire votre non-verbal, ouais. Ok. Alors maintenant, je vous propose de passer votre téléphone à votre voisin ou votre voisine. Alors si vous êtes 3, débrouillez-vous pour que chacun ait un téléphone qui ne soit pas le sien. Alors, c'est bon? Est-ce que tout le monde a le téléphone de quelqu'un d'autre? Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Ok, maintenant, je vais vous demander d'écrire dans la tâche ou l'événement un lieu qui, pour vous, est bienfaisant, un lieu où vous aimez vous rendre, plutôt un lieu dans lequel votre voisin ou voisine pourrait se rendre. Donc pas chez vous, sur votre canapé ou dans une maison ou je ne sais pas quoi, un lieu public dans lequel vous aimez vous rendre. Et deuxième consigne, si vous êtes inspiré, de décrire une intention. Dans ce lieu, je te souhaite de... J'en sais rien, je te souhaite de... Ça peut être très concret. Marcher lentement, parler à telle personne, ou ça peut être plus intérieur, écouter le silence, vous demander ce que votre grand-mère se dirait, j'en sais rien. C'est bon? Il y a des gens qui rajoutent des consignes, qui expliquent aux autres ce qu'ils sont en train de faire. Une fois que c'est bon, je vous demande de fermer l'application calendrier et de rendre le téléphone à votre voisin ou voisine. Et l'idée, c'est pas de regarder maintenant. Laissez-vous faire et un jour apparaîtra la consigne. Ça va? Ok. J'ai une question pour vous. Ça, c'est une échelle qu'on utilise énormément, qui est une échelle de niveau de provocation. Nous, notre métier, c'est de concevoir des expériences. Mais c'est sensible, une expérience. Ça dépend de dans quelle organisation on se situe, quelle culture locale il y a cours. Et parfois, on peut aller beaucoup trop loin, faire des expériences qui provoquent de manière insoutenable. Parfois, on peut aller pas du tout assez loin. C'est-à-dire des trucs qui encéphalogramme plat, il ne se passe rien. Et puis, parfois, on trouve le bon niveau. Moi, j'ai une question pour vous. Passez votre téléphone à votre voisin-voisine, ça se situe où? Ça tire un peu quand même. C'est presque insoutenable? Presque. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait? Et c'est OK? Ouais, c'est OK, vraiment, c'est hyper personnel en fait. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que ça n'a aucun intérêt? Je fais ça tout le temps, tiens, je te file mon téléphone, on fout, pas de sujet. Ça dépend à qui, ouais. Cette échelle, on va la retrouver dans quelques instants, elle est vraiment hyper clé quand on conçoit une expérience.
Ce que je souhaitais que vous touchiez du doigt à travers ce protocole tout simple, c'est qu'en fait, il y a parfois en un geste, on peut avoir accès à des expériences assez surprenantes sur lesquelles on va apprendre sur soi. Et dans ce que nous, on appelle l'infraordinaire, des choses toutes bêtes, pas du tout spectaculaires en fait, mais juste par un protocole, des questions bien formulées, une façon de se comporter dans l'espace ou socialement, on va tout d'un coup découvrir d'autres choses sur nous ou sur les autres. Peut-être que certains connaissent ça, il y a tout un mouvement autour de ça qui s'appelle le social hacking, comme un hacker. Ça vous parle peut-être un peu, pas trop. C'est des gens qui s'amusent à identifier les normes sociales et à en jouer. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Jean-François Noubel qui fait ça. C'est très très intéressant de l'écouter. Lui, il se décrit comme un humanonaute. Il dit, je vais altérer les règles, les normes sociales pour explorer mon humanité. Alors, il va assez loin. Donc, je vais y aller doucement avec vous, mais c'est la même idée. C'est ce qui nous passionne, c'est de se dire, il y a notre façon de nous mouvoir dans l'espace social au quotidien, et en fait, accessible en un geste, tout un monde de choses à vivre. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce que, d'abord, c'est rigolo à faire. C'est rigolo par ailleurs d'en faire son métier. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure de ce qu'on a fabriqué. Il y a des choses assez improbables. Et puis, ça nous intéresse parce que derrière cette courbe, il y a l'idée de créer des ancrages, il y a l'idée de mobiliser et l'idée de créer les conditions pour qu'un projet de transformation en particulier voit le jour, mais soit surtout durable. Moi, je fais du co-design donc depuis 15 ans. J'accompagne des transformations. J'ai fait ça encore une fois pour le public. J'étais très, très impliqué dans des projets très, très longs. Et je reste frappé par la fragilité de ces approches. C'est magnifique, c'est hyper ambitieux, c'est formidable à vivre, et ça peut disparaître comme ça. J'ai un ami qui s'appelle Philippe Coulon, qui a travaillé auprès du gouvernement néo-zélandais sur des projets 2 ans, 3 ans auprès de l'éducation nationale, des dizaines d'ateliers, des centaines d'heures, beaucoup de budget, du temps, et tout qui bascule en 2 semaines. Parce que nouvelle mandature, parce que la seconde ligne managériale insuffisamment impliquée, et tout foutu en l'air. Et j'en ai un peu marre, en gros, de tous ces efforts, de tous ces espoirs, parce que c'est difficile de remobiliser des gens, projet après projet, si justement ils n'en voient pas le fruit. Donc, si on revient en arrière, on s'est dit qu'on allait tester des choses de ce registre dans des approches de co-design. Pour donner un exemple concret, imaginez une administration, donc c'est un cas réel, dont l'accueil téléphonique est désastreux. J'aime beaucoup l'administration, c'est pas du tout ça le message. Il se trouve qu'il y en a une qui était quasiment la plus mal notée sur le baromètre de l'accueil téléphonique. Super bon en qualité, mais injoignable. Il fallait jusqu'à 8 coups de fil pour avoir quelqu'un. Mais une fois que vous aviez quelqu'un, alors là, c'était la fête. Eh bien, proposition, imaginons là on ouvre cet atelier, plutôt que de faire une intro avec la problématique, et voilà ce qu'on va faire, les étapes, etc., vous allez prendre votre téléphone, on ne va pas le refaire là, et vous allez passer 8 minutes au téléphone à appeler le service en question. Et il ne va rien se passer pendant 8 minutes, puisque ils ne sont pas joignables. Qu'est-ce qui se passe après pendant l'atelier ? Vous imaginez qu'il fait un peu frais, mais que la tension dramatique est montée. Et donc depuis qu'on a activé ce levier, et encore une fois, on n'est pas du tout les seuls, il y a IDEO qui a fait un truc très célèbre dans ce registre-là, de comment on fait vivre aux sponsors ce que les bénéficiaires vivent. Mais depuis que nous, on s'est intéressé à ça, on ne s'arrête plus. Et donc c'est ça que j'aurais partagé avec vous. C'est tout ce qu'on a découvert ou tout ce qu'on tente dans ce registre. Ça va ? Ouais. Pardon, c'est là. Tac. Alors ça, c'est un exemple dont on avait un peu parlé sur les réseaux. C'est 80 chefs cuistots, des cuisiniers, réunis à Athènes avec la direction de la RSE, de la branche luxe de ce groupe, qui nous dit « on n'arrive pas à se parler. On arrive avec nos objectifs, on voudrait 20% de menus végétalisés, et la conversation ne prend pas. » Ils nous voient comme culpabilisants, un peu lourds, un peu moralisateurs, et ils nous ferment la porte au nez, ils nous écoutent gentiment. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Vous avez 40 minutes. Donc nous, on trouve ça marrant, mais bon, on tente. Ce qu'on a imaginé, c'est qu'on a repris tous les menus de chacun de ces chefs et on a effacé tout ce qui contenait de la viande et du poisson. Et on les a réédités sur de très beaux papiers et on leur a remis. Pourquoi ? Vous avez compris, pour qu'ils voient les menus à travers les yeux d'un végétarien. Et là, en vrai, sur notre niveau de provocation, on était assez loin. En fait, ils n'étaient pas contents du tout.
Ils nous ont dit, mais pas du tout, c'est pas les vrais menus, où est-ce que vous les avez trouvés, ça a changé depuis, je fais vachement de trucs. Je dis, ouais, mais objectivement, c'est ça que voit un végétarien chez vous. Bon, ça se tasse un peu, et là, la parole commence à se libérer, et on a quelqu'un qui dit, bah, c'est vrai qu'il faut aimer les pâtes, quoi. Et vous êtes dans la branche luxe d'un groupe hôtelier, quoi. Donc ça va pas. Et là s'engage une vraie conversation. Et à ce moment-là, le truc se débloque, je dis pas que c'est magique, mais en tout cas, la conversation s'ouvre entre la RSE et eux qui disent, bah oui, mais en fait, on ne sait pas faire. Pas tous, mais certains, on ne sait pas faire. Bah oui, mais est-ce que ça va nourrir les gens? Moi, j'ai appris d'une certaine manière le métier, et moi, j'ai l'impression qu'ils repartent le ventre vide si je leur fais que des risottos. Et par ailleurs, d'un point de vue économique, c'est compliqué ton truc, etc., etc. Puis en termes de standing, est-ce que c'est ça qu'ils veulent, etc., etc. Premier exemple. Deuxième exemple, ça c'est un... On en a parlé avant avec un des participants. Ce sont des fondateurs de start-up à impact réunis pendant un grand séminaire par leur fonds d'investissement. Et parmi les activités, il y en avait une autour de l'alignement, c'est-à-dire savoir si ce que je fais me va, est-ce que je suis au bon endroit. Et on leur avait proposé un petit dispositif qui est là, qui était la possibilité de passer un coup de fil à un vieil ami. Donc un ami qui vous connaissait quand vous aviez 17 ans. C'était très précis. Et vous deviez l'appeler et lui poser une série de questions très précises à nouveau. Par exemple, à 17 ans, en vrai, qu'est-ce qui me mettait en colère? Qu'est-ce qui me procurait de la joie? De quoi je te parlais? Avec quoi presque je te bassinais un peu? Qu'est-ce qui me faisait rêver? Et les gens ont joué le jeu. Moi, je l'ai fait aussi et j'ai appris pas mal de trucs en fait. Et c'était assez intéressant. C'est un cadeau, ils en font ce qu'ils veulent. On leur demandait pas de le partager, c'était pour eux. Autant dans l'exemple précédent, on est sur un truc assez corporate avec un objectif assez précis. Là, c'est juste à vivre. C'est pour soi. C'est une proposition presque plus poétique. Et nous, on navigue entre ces deux registres-là. Pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui a envoyé un mail à son ex qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans et il a répondu tout de suite. C'était assez génial. Il y a quelqu'un qui a réglé des problèmes avec son mari, un malentendu qui datait d'il y a 15 ans sur des choix de vie. Enfin, ça, c'est ce que je vais faire cet après-midi. Groupe pharmaceutique qui dit, nous, on voudrait jouer un autre type de rôle auprès de nos clients. On ne veut pas juste pousser des molécules. En fait, on dispose de données qui seraient utiles au système de soins. On voudrait connecter des acteurs. On a des actions à entreprendre qui seraient bénéfiques d'un point de vue systémique. Mais les acteurs ne sont pas connus en interne. Et donc, on a fait une présentation de 150 pages. Et personne ne l'a lue, alors qu'elle est hyper riche, cette présentation. On leur a proposé, et on l'a fait avec eux, de transformer cette présentation en un trivial poursuite. Ça s'appelle le Triv Health poursuite. Et en fait, on le diffuse. Et ça marche très très bien. On l'a fait avec le COMEX fin août. Ouais, on n'est pas dans la poésie, mais on est dans un autre registre encore. Ça, c'était à l'hôpital Saint-Antoine, tout près là, au siège de la PHP, où on avait passé 4 mois en immersion avec des cadres de santé sur la clarification de leur rôle. Et plutôt que de remettre une présentation PowerPoint à la fin, on a couvert le mur, là il n'y en avait encore pas tant que ça, de cette petite salle de verbatim, de paroles brutes des cadres de santé. Et on a invité la DRH de la PHP, on l'a laissée dans la salle, on a fermé, on l'a laissée toute seule pendant 5 minutes. Et je suis convaincu que c'était beaucoup plus puissant qu'une présentation. Et évidemment, la discussion après était très forte. Elle est ressortie assez secouée en disant « je savais, mais je ne savais pas ». Et c'est ça qu'on cherche, c'est que le cognitif, tout le monde sait nourrir cette dimension-là. Le sensible, c'est plus rare. Et on ne dit pas c'est plus important le sensible que le cognitif. On dit ça se complète. Et ça, encore un, puis après, on ira un peu ailleurs. Ça, c'est un projet d'urbanisme. Un acteur qui va construire un quartier nous dit « je voudrais faire un diagnostic territorial. Je voudrais comprendre ce dont les gens se parlent sur site. »